Salut la FOMO Team, j'espère que vous allez bien les amis, c'est WillDT11 et on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Eco Crypto, ton rendez-vous tous les samedis pour le résumé de ce qui s'est passé sur les marchés US, européens et crypto. Je vais essayer d'avoir une approche assez synthétique de ce qui s'est passé sur la semaine, des dates clés à venir pour les finances mondiales et pour les crypto-monnaies. Puis je vous donnerai tout simplement mon avis sur tout ce qui est en train de se passer actuellement, les prix à tenir et si nous allons tomber plus bas ou si on est déjà parti pour remonter. Je vais vous le dire tout de suite les amis, allez c'est parti. On commence comme d'habitude par les news macroéconomiques et l'environnement financier actuel. Alors en ce moment, comme vous le doutez, vous avez vu aux actualités par exemple que nous sommes dans une sorte de récession un petit peu économique, hein. Alors les termes sont lourds, mais ce qu'on peut voir en indicateur objectif, c'est que la demande et le pouvoir d'achat diminuent. C'est-à-dire que les consommateurs demandent beaucoup moins de produits et donc, si la demande diminue, l'offre va forcément diminuer, la production va diminuer et le chiffre d'affaires des entreprises vont diminuer. Donc on est dans un contexte d'affaiblissement économique. C'est une certitude en tout cas en ce qui concerne l'économie mondiale. La semaine dernière, je vous avais parlé des chiffres de FedEx qui n'avaient pas été affichés et FedEx c'est un grand groupe de transport qui permet quand même d'avoir une idée de l'ampleur globale de la croissance économique de tous les groupes. Et on voyait très bien qu'ils avaient une grosse incertitude sur les commandes à venir et que tout simplement leurs chiffres étaient mauvais. Ils ont même mis un plan de relance de 2,3 millions de dollars pour justement essayer d'aider la société à se relancer. Ils vont augmenter de 6,8% leur prix dans les prochains mois. Donc on voit très bien que FedEx est dans une société qui est en difficulté actuellement et qui voit que la demande, que l'offre, que la circulation des biens est en diminution dans le monde. Autre facteur fondamental sur cette possible récession, c'est tout simplement l'inflation. L'inflation, vous savez, c'est l'augmentation de vos prix parce qu'il y a une dilution, par exemple, du nombre de billets en circulation pour le dollar, pour l'euro, et vous avez une augmentation drastique des prix. L'argent n'a plus la même valeur qu'il avait avant. Aux US, pour juguler cette inflation, la Réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale américaine, celle qui prend les décisions de l'émission de billets ou non, finalement c'est elle qui a le pouvoir sur le dollar et c'est elle qui dirige la politique monétaire des États-Unis. Et bien cette Réserve fédérale américaine, comme je vous en parle depuis des semaines, c'est elle qui va diriger le marché puisque pour contrer l'inflation, elle va augmenter ses taux directeurs. Donc pourquoi augmenter ses taux directeurs? Je vous l'explique à chaque fois, mais ça permet tout simplement d'augmenter le taux sur les crédits, les obligations, et donc du coup de faire circuler moins d'argent, puisque si vous octroyez un crédit avec un taux par exemple de 4% alors qu'avant le taux était en dessous de 1%, bah, tout simplement il y aura moins de crédits qui seront octroyés, donc moins d'argent créé. Et bien la position de Jérôme Powell, donc le président de cette réserve fédérale, est très claire. Il a dit, de toute façon, je veux contrôler l'inflation, quitte à faire tomber l'économie en récession. Et tout simplement, ce qui vient de se passer cette semaine, malgré l'annonce de hausse de 0,75 points de base des taux directeurs mercredi, on s'attendait à 0,75, il y avait 18% de chances que ça soit 1, et si c'était 1 point, tout le monde allait crier tout simplement à la récession et aller vendre les actions tout de suite. Mais 0,75 points, c'est ce que je vous avais dit mercredi, malgré que ça remonte au moment de l'annonce, hein, le prix du S&P 500, du gros indicateur américain des marchés financiers, avait augmenté suite à l'annonce en fait de ces 0,75 points de base. Je vous avais dit, c'est un peu bizarre, moi je reste pessimiste. De toute façon, c'est une relance finalement que sur quelques heures, puisque je suppose que les marchés vont avoir peur, comme ils avaient eu peur à l'époque où justement on annonçait cette rumeur des 0,75 points de base, et malgré que ça soit pas 1 et que ça soit 0,75, ils vont quand même flipper et tout simplement commencer à vendre les actions parce que c'est pas une bonne news pour les marchés risqués. Mais quelles sont les dates clés à retenir? Les dates clés à retenir, eh ben, c'était mercredi dernier sur ces fameux hausses de taux directeurs qui annoncent des hausses de taux directeurs à l'avenir sur les prochaines réunions de la Fed, donc sûrement le mois prochain. Je ne pense pas qu'il y aura de hausse de taux directeurs avant le mois prochain, à voir en tout cas. Pour l'instant, c'est pas annoncé. Les autres dates clés, c'est tout simplement la semaine prochaine, nous avons les prix PCE, donc ça sort vendredi. Le PCE, tout simplement, c'est un indicateur qui va vous dire à combien de pourcents les prix de la consommation ont augmenté. C'est-à-dire, si vous achetez, j'espère, un chou-fleur ou ce que vous voulez, combien de pourcents, en fait, finalement, ça a augmenté. De combien la vie a augmenté pour le consommateur moyen. Donc ce chiffre, il n'est pas forcément
des plus importants, mais il peut encore enfoncer le clou finalement, parce que ce chiffre est un petit peu laggy, c'est un chiffre du mois d'août et vous voyez qu'on est déjà le 24 septembre. Ce qu'il faut attendre, c'est le mois prochain, du coup, à partir, je pense, de début octobre, 2-3 octobre, on va commencer à voir le chiffre de l'emploi aux États-Unis. Et si on a ce chiffre de l'emploi, pourquoi c'est important? C'est parce que une récession théorique, c'est une récession où vous avez un PIB pendant 2 trimestres qui est négatif, qui est décroissant, pardon, et vous avez voilà, une inflation qui est persistante et énorme. Une récession pratique, c'est que en plus, généralement, vous avez un fort ralentissement de l'emploi. En fait, l'inflation et la diminution du PIB vont se répercuter généralement sur les demandeurs d'emploi. Vous allez avoir de plus en plus de demandeurs d'emploi parce qu'il y a de moins en moins de demandes et donc il y a moins en moins d'offres et donc on ferme des postes et on crée moins d'emplois parce qu'il y a moins de productivité dans les entreprises. Donc si l'emploi diminue, il y a une possibilité pour que la Réserve fédérale américaine ne vienne pas faire une hausse de taux directeur majeure à l'avenir. Il y a beaucoup de spécialistes qui pensent que la Réserve fédérale va augmenter ses taux directeurs jusqu'à 2023. Moi, je pense que ça va être ça, effectivement. Par contre, est-ce qu'elle va les augmenter aussi fortement qu'elle l'a fait durant les derniers mois? Ça, c'est à voir, parce que si le taux de demandeurs d'emploi aux États-Unis augmente, ben là on va avoir effectivement un problème puisque on va rentrer dans une récession réelle et je ne pense pas que la Fed va avoir les pleins pouvoirs pour faire tomber carrément les chiffres de l'emploi. Ça par contre ça reviendra tout simplement dans les mains du gouvernement qui va finalement aux États-Unis un petit peu taper sur les doigts de la Fed. Donc je pense qu'il y aura une politique monétaire qui sera un peu plus souple. On va voir. En tout cas voilà, globalement les dates clés c'est ça. C'est le mois prochain les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Une fois qu'on a dit ça en termes de macroéconomie US, on peut s'arrêter là, il n'y a pas grand-chose d'autre à retenir. Après, c'est très spécifique à certaines industries. Vous avez eu des news autour de Boeing, par exemple, vous avez eu des news... Voilà, franchement, c'est très spécifique aux US. Ensuite, on ira voir tout simplement avec l'analyse financière les points importants. S&P 500, le dollar, et ensuite on ira voir l'obligation à 10 ans aux US. C'est hyper important, je vais vous le montrer. Je fais juste un petit point macroéconomique sur l'Europe pour vous dire que tout simplement, en Europe, en plus de tout ce qui est en train de se passer aux US, parce qu'on price bien entendu ce qui s'est passé aux US, les US dirigent le marché européen, eh bien, il y a la guerre en Ukraine, comme vous le savez, guerre en Ukraine qui accentue les problématiques de crise énergétique en Europe. Donc ça, il faut bien garder à l'esprit. Vous avez le problème de l'annexion d'une partie de l'Ukraine par la Russie, qui va poser des problématiques de est-ce que on va rentrer dans un conflit mondial? Il faudra voir bien entendu à l'avenir. Et vous avez une deuxième partie qui est tout simplement que vous avez la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui augmente petit à petit ses taux directeurs. Vous avez aussi toutes les banques centrales des pays qui ne font pas partie de l'Europe mais qui sont sur le continent européen, qui ne font pas partie de l'Union Européenne. Vous avez du coup les Royaumes-Unis et la Suisse qui ont décidé d'augmenter leurs taux directeurs. Les Royaumes-Unis sont en grande difficulté en ce moment justement d'un point de vue économique et ça montre à quel point la crise est en train de toucher tout le monde. La Suisse était une des dernières banques centrales qui n'avait pas augmenté ses taux directeurs, ils ont commencé à le faire. Donc c'est pour vous dire qu'en ce moment, même les banques centrales de quasiment tous les pays occidentaux sont en train de pricer ce qui se passe aux États-Unis et ont un peu peur de la direction de la politique monétaire prise par les États-Unis, notamment sur tous les marchés financiers. Donc voilà, il faut vraiment prendre ça en considération. Ensuite, on va passer maintenant à l'analyse chartiste. Je vais vous montrer franchement des petits schémas qui sont très intéressants à voir, notamment voilà, comme je vous ai dit, obligations US et DXY, qui est le dollar face à un panier de devises. Allez, on se retrouve tout de suite maintenant sur le S&P 500. Donc vous voyez afficher le S&P 500 en données quotidiennes, journalières. Vous voyez que tout simplement, on devait maintenir le niveau des 3900 points. C'est ce que je vous avais dit, donc le niveau des 3900 points est situé ici, sur la ligne rouge que vous voyez à l'écran. On n'est pas arrivé à le tenir. Je vous avais dit, le 16 septembre, il fallait qu'on essaye de récupérer, là, le 16-19 septembre, je vous avais dit, il faut qu'on récupère, lors de l'éco-crypto, il faut qu'on récupère ces 3900 et qu'on évite de faire un pullback ici. Et c'est ce qui s'est passé, on a fait un vrai pullback et on vient de repartir à la baisse sur cette résistance des 3900. Ça ne devait pas être une résistance, ça aurait dû être un support, ces 3900. Ça n'a pas été un support et je vous avais dit sous les 3009, pour moi c'est très pessimiste et on ira
rechercher très certainement les 3400 points sur le S&P 500, voire de façon beaucoup plus pessimiste, en dessous des 3003. En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer. Finalement, on n'a pas clôturé au-dessus des 3009, donc du coup, le marché est reparti à la baisse, notamment avec les derniers chiffres des hausses de taux directeurs de la Fed. Quelles sont les résistances actuellement? Vous voyez qu'on retourne au point bas de juin 2022. Le support, bien entendu, ça sera les 3637, qui sont notre ancien support ici de juin 2022. Je pense qu'il y aura une réaction, c'est forcé. Vous voyez que là, il y a déjà un début de réaction qui s'est passé. On va voir les séances de lundi à l'ouverture, comment ça va se passer. Est-ce que tout simplement les US vont craquer et vont complètement partir vers le bas, ou est-ce que ça va se maintenir aux 3006? Pour ça, pour cette réponse, je vais vous montrer deux charts. Le premier chart, c'est le DXY. Pendant des semaines, je me suis fait taper sur les doigts sur Twitter par des personnes qui pensaient que le dollar avait fini sa hausse et j'étais complètement contre cet avis. Je comprends toujours pas pourquoi les personnes commencent à dire que de toute façon on était dans une capitulation des marchés et que c'était terminé, alors qu'on est juste au début d'une récession et on peut pas du tout dire que nous sommes dans une capitulation totale des marchés, du tout. Vraiment, quand on ne sait pas ce qui va se passer au niveau fondamental, c'est très compliqué de se prononcer sur dire que c'est une capitulation de marché et qu'on va repartir. On me disait qu'il y avait le point haut du dollar qui était arrivé. Moi, j'étais pas d'accord. Et en tout cas, ça m'a donné raison. Et je vous invite vraiment à faire vos propres recherches, pas forcément m'écouter non plus tout le temps du tout, mais à faire vos propres recherches là-dessus, parce que le sentiment de chacun est différent et des fois, il faut s'écouter. Et vous avez des pseudo-influenceurs qui, sur Twitter, en fait, c'est leur avis et pas l'avis des autres. Et tout simplement, je vous conseille vraiment de faire votre propre avis, d'avoir votre propre réflexion, que c'est très important, et il faut arrêter de faire les moutons à suivre les avis des autres. Donc sur le dollar, tout simplement, on est en train de faire une énorme percée. Vous voyez que si je suis en échelle logarithmique et que je me mets en monthly, vous voyez qu'on est sur des trendlines qui sont très importantes, qu'on a cassées. Vous voyez que cette trendline, on l'avait cassée de 1984, on l'avait cassée lors de 2015, et ici, cette trendline de 2001, on l'a cassée, elle nous a servi tout simplement de résistance à chaque fois, ici, tac, 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 3 fois, en 2020, en 2016, et ici vous voyez qu'on l'a cassé en 2022. Ce qui me faisait dire tout simplement qu'on était dans une sorte de tasséance assez énorme qui pouvait faire repartir tout simplement le cours du dollar. Là on a une sorte de double bottom ici sur le dollar qui s'est créé depuis 2016, donc je pense que le dollar n'a toujours pas fini sa course, surtout avec les mesures actuelles de politique monétaire qui lui sont très favorables. Je vais vous montrer un deuxième chart, donc ce chart, il faut que le dollar tout simplement, il faut le vérifier. Pourquoi ? Parce que si le dollar diminue, bien entendu, les actifs risqués vont augmenter. Ça veut dire que l'argent va sur les actifs risqués. Le dollar perd sa force. Et donc, on va retrouver généralement Bitcoin qui va repartir. Bitcoin n'est jamais reparti tant que le dollar faisait des hausses. Donc, il faut que le dollar fasse une baisse pour que Bitcoin fasse une hausse. C'est mathématique. Et pareil sur le S&P 500. Maintenant, on va aller voir un deuxième chart qui est intéressant et je trouve qu'il y a peu de personnes qui le regardent. C'est tout simplement l'obligation US à 10 ans. Pourquoi je vous montre ça ? L'obligation US à 2 ans, elle est en forte augmentation, elle est à plus de 4%. L'obligation US à 10 ans, elle est en train de stagner là sur les 2-3 derniers jours. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, si l'obligation US à 10 ans stagne, le S&P 500 pourra maintenir ses niveaux actuels et donc du coup le Bitcoin pourra maintenir ses niveaux actuels. Par contre, si on continue sur les obligations US à 10 ans à augmenter comme on le fait depuis des mois maintenant, alors je considère que nous sommes toujours dans une phase où tout simplement les marchés risqués ne pourront pas reprendre leur phase haussière. Pourquoi ? Parce que tout simplement en ce moment dans la tête des investisseurs, c'est soit je sors des actions pour aller sur les obligations US, soit je parie sur le fait que les actions vont repartir. Et vous voyez très bien qu'en ce moment, la majorité des acteurs partent sur les obligations US plutôt que sur les actions parce qu'il y a une grosse incertitude sur les actions et eux ils ont besoin de rendement. Et ils n'ont pas besoin de all-in comme beaucoup d'entre vous font sur des fois je sais pas combien. Eux tout simplement ils ont des gros fonds, donc ce qui leur permet tout simplement d'avoir de gros revenus très facilement. Et une obligation US à 3,691%, ça leur va très bien. C'est-à-dire que eux ils vont gagner plus de 3%, 3,5% là-dessus et ça leur va très bien avec leurs fonds. Donc voilà ce qui est en train de se passer avec les obligations. Vous avez une immense hausse qui a commencé en août 2020, on peut retracer ici, et vous avez une trendline que j'ai remarqué dernièrement, donc je vais mettre en monthly ici, là, je vais enlever, hop là, ici, les moyennes mobiles, et vous voyez qu'on a cette trendline qui date depuis 1980. On a des obligations finalement qui sont de plus en plus
décroissante depuis 1981. Et on voit bien que c'est vraiment très novateur ce qui est en train de se passer sur les marchés, puisque c'est la première fois qu'on a un regain des obligations US depuis 1981. On a un regain massif puisqu'on vient casser cette trendline baissière qui date d'il y a quand même plus de 40 ans. C'est vraiment assez hallucinant. Et vous voyez qu'on est en train de faire de nouveaux plus hauts. En tout cas, on est en train de casser ce haut de 2018. Et je pense qu'on est en train de faire tout simplement une sorte de nouvelle tendance haussière sur ces obligations. Donc tant qu'on est sur une tendance haussière de ces obligations US à 10 ans, je ne vois pas comment les marchés pourront se relancer. Les marchés risqués pourront se relancer, puisque l'obligation sera favorable au marché. Voilà pourquoi il faut absolument faire attention à ça. Je vous encourage à regarder, si vous regardez au niveau des charts et que vous surveillez plusieurs actifs, mettez-vous le US 10Y sur votre TradingView pour pouvoir tout simplement regarder ce qui est en train de se passer. Vous voyez que là, ça ralentit. Hier, ça ralentit. Donc, on va voir si c'est en train de tout simplement stagner ou si ça va continuer leur hausse. Je ne pense pas. Enfin, honnêtement, c'est utopiste de dire que ça va s'arrêter. Je pense que ça va continuer de monter. Vous voyez que c'est assez propre ce qui est en train de se passer. On a fait une sorte de pullback sur la trendline. Et là, on est en train de repartir de façon assez propre. Donc, je pense qu'on n'a pas terminé avec cette augmentation des obligations US à 10 ans. Vraiment, c'est un indicateur qui va driver ce qui va se passer à moyen terme. Ok ? Et les obligations à 2 ans, c'est plus ce qui va driver à court terme. Donc, à voir ce qui va se passer sur ces obligations US. Maintenant que je vous ai parlé de tout ça, on va faire un saut très rapide sur le CAC 40. Il n'y a pas grand-chose d'autre à voir, mais je vous le passe toujours. CAC 40, il n'y a pas grand-chose à dire, tout simplement parce que je vous avais dit la semaine dernière que d'un point de vue moyenne mobile, on était mal. D'un point de vue Ishimoku, on était mal. On était sous le nuage, sous Tenkan, sous Kijun. Et finalement, qu'il n'y avait rien pour relancer. Donc, je ne voyais pas comment le cours pouvait se maintenir ou tout simplement repartir à la hausse. Je vous avais dit, en plus, si les US crashent, ils vont crasher. C'est ce qui s'est passé. Les US ont crashé. Il n'y a pas eu de relance sur le CAC 40. Et donc, du coup, on vient taper le plus bas depuis juillet 2022 ici. On vient de le traverser. Et là, on est en train de faire un léger rebond technique, on va dire, au 5754, qui est tout simplement notre plus bas de mars 2022. Qu'est-ce qui va se passer sur le CAC 40 ? Il faut maintenir ces 5754. Sinon, tout simplement, on ira chercher d'être beaucoup plus bas, je pense. Honnêtement, il n'y a pas trop de résistance jusque-là, trop de support, pardon. Je pense qu'on a un support à 5003, comme vous le voyez ici, et potentiellement, ensuite, ça sera des supports à 5002. Donc, ça fait quand même assez bas pour le CAC 40. Faites très attention si vous êtes sur les marchés européens. Moi, c'est pas mon cas. Je prends très peu de marchés européens. Je suis beaucoup plus sur les marchés US. On va passer maintenant aux crypto-monnaies, les amis. On va analyser les cryptos, ce qui s'est passé. Alors, sur BTC, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine ? Ça a été un petit peu pareil que tous les autres marchés. Mais ce qui est assez intéressant de voir sur Bitcoin, c'est que le Bitcoin ne veut pas lâcher certains supports. Pourquoi il veut pas lâcher certains supports ? Parce que tout simplement, si on les lâche, on sait très bien qu'on ira beaucoup plus bas. Si on lâche sur BTC les supports qu'on a ici à 19 000 et maximum à 17 600, qui est notre ancien plus bas du 18 juin 2022, sur BTC, on ira chercher sûrement les 14K, ce qui fera encore une chute de 27%. Et je pense que le marché n'est pas prêt à lâcher 27% actuellement. Cependant, sur BTC, si les US ouvrent lundi au S&P 500, ouvrent avec une envie d'aller plus bas et d'aller chercher les 3004 sur le S&P 500 ou tout simplement encore plus bas les 3003, je ne vois pas comment BTC peut s'en sortir. BTC ira à 14K, je le pense sincèrement. Franchement, il y a très peu de choses à dire en ce moment sur BTC parce qu'on n'a pas de pattern de retournement. Vous voyez qu'on est sur cette trendline qui nous a servi plusieurs fois de support. Vous voyez que pour l'instant on l'a traversée par 3 fois. Donc cette trendline n'est plus vraiment active honnêtement. Étant donné qu'on a clôturé en dessous une fois et qu'on a ouvert et clôturé au-dessus une deuxième fois ici, je ne vois pas vraiment ce qu'il y a de positif sur BTC actuellement. On est dans une sorte d'envie de maintenir le cours à ces prix-là, mais sans vraiment beaucoup d'envie. Vous voyez qu'en Ishimoku, notre Tenkan en bleu ici est en train de chuter drastiquement puisque c'est un indicateur qui a un peu de latence et qu'il est en train de retracer les derniers cours ici. Tout simplement, la Tenkan nous sert pas vraiment de support, elle nous sert de résistance constante. Vu qu'elle est en train de diminuer ici,
à chaque fois, on se tape la résistance de la Tenkan et on n'arrive pas à remonter. Tant qu'on ne reprend pas cette ligne bleue, cette Tenkan, il n'y a pas de retournement en Ishimoku. Et tant qu'on ne reprend pas sur les moyennes mobiles, la moyenne mobile 7 qui nous sert à chaque fois pareil de résistance, eh ben, on reprendra rien. Vous voyez que la moyenne mobile 7, on a du mal à la traverser correctement alors que c'est la moyenne mobile à 7 jours. Pour avoir un retournement court terme, c'est moyenne mobile 7 et Ishimoku Tenkan. Pour avoir un retournement moyen et long terme, plutôt moyen terme on va dire, pas forcément long terme, moyen terme, il faut reprendre la moyenne mobile 50 jours que vous voyez ici en orange et qui est actuellement à 21 131. Donc ce qui paraît assez élevé. Et il faudra reprendre bien entendu sur Ishimoku la Kijun à minima. Généralement c'est 20 500 ici, mais je vise plutôt le nuage sur la Kijun pour avoir sur le Ishimoku pardon, pour avoir un vrai retournement à moyen terme. C'est-à-dire reprendre le nuage et être au-dessus du nuage. C'est la base d'Ishimoku. Tant qu'on n'a pas ça, sur Bitcoin, finalement les indicateurs nous disent qu'il ne faut pas forcément avoir de l'espoir sur un retournement à court et moyen terme, qu'il faut faire très attention à ce qui peut se passer. Donc moi, j'ai pas forcément de conseils à vous donner, je préfère juste vous dire que on va pas aller à la hausse, c'est une certitude, ça je peux vous le dire. Donc je réponds à la question que je vous ai dit en introduction, on n'ira pas chercher de nouveau plus haut sur BTC là maintenant, on n'ira pas chercher un mouvement haussier là maintenant, tant que le fondamental n'est pas positif et tant que le S&P 500 et les marchés US ne se relancent pas, que le dollar ne baisse pas avec les obligations US. Voilà. C'est ce qu'il faut regarder. Regardez des indicateurs externes parce qu'en ce moment, Bitcoin, on est d'accord qu'à terme, moi je suis ultra optimiste sur les crypto-monnaies et qu'à terme, j'aimerais que ça soit un marché à lui tout seul. Le problème, ce n'est pas un marché à lui tout seul et que vous voyez bien que tous les marchés et tout ce qui est en train de se passer actuellement n'est que le reflet de ce qui est en train de se passer de façon macroéconomique et fondamentale. On a une faible demande, on a un pouvoir d'achat qui diminue, il faut se mettre à la place des investisseurs. Qui va acheter Bitcoin et relancer le marché si il n'y a plus de pouvoir d'achat? Il faut être réaliste au bout d'un moment. Donc voilà, faites très attention en ce moment, ça peut baisser, si ça baisse, ça ira à 14K. En tout cas, c'est mon point de vue, 14K en dessous des 17 600, c'est 14K, et 14K, je pense que ça sera le bottom final. En tout cas, c'est mon avis, c'est mon petit pari. Je ne pense pas qu'on ira à 10K ou à 3K. Voilà ce que je peux dire sur Bitcoin. On passe tout sur ETH. ETH qui est toujours dans une phase d'après-merge, vous avez suivi The Merge. ETH qui tout simplement est dans sa zone de rechargement et d'accumulation long terme, qui est cette zone violette entre les 1000 et les 1007. 1007 était ce qu'il fallait qu'on conserve absolument. On ne l'a pas conservé. Vous voyez qu'on a chuté post-merge et post de toute façon news sur l'inflation. On a perdu moyenne mobile 50, on vient de perdre la moyenne mobile 100, ce qui n'est pas positif sur ETH, et vous voyez que la moyenne mobile 7 nous sert de résistance tous les jours maintenant. Pas positif là-dessus du tout. Ishimoku, je vous avais dit que c'était compliqué, on venait de passer sous le nuage, on est sous le nuage, sous Kijun, sous Tenkan, on n'a vraiment pas de pattern de retournement, honnêtement. Vous voyez que la lagging span se prend la résistance du nuage ici. Donc la lagging span, elle n'arrive pas à passer le nuage. Tant que la lagging span ne passe pas le nuage et qu'on n'arrive pas à reprendre la Tenkan, je ne vois pas comment on peut avoir un retournement à court terme sur ETH. Quels sont les objectifs ETH à la baisse? C'est tous les objectifs, vous voyez, horizontaux ici. Il faut absolument, vraiment absolument tenir les 1000. En dessous des 1000, je payerai de toute façon ETH. Même au 1000, je paye ETH. Je vous ai déjà dit, je suis très clair là-dessus. En dessous de 1000 ETH, je le paye. Voilà les objectifs, je vous les laisse à l'écran rapidement. Et on va passer sur l'altcoin du jour qui est Cake. Le Cake face au dollar. Donc le Cake qui est le jeton de la DeFi sur la BNB Chain. C'est un actif que j'aime bien puisque je pense que c'est un actif qui permet à beaucoup de gens de se lancer dans la DeFi. Je pense que honnêtement il est plutôt intéressant à aller stacker sur PancakeSwap puisque tout simplement vous avez un rendement assez important sur le staking de Cake. Je suis plus sur le Cake que sur le BNB, tout simplement pour ces raisons. C'est parce que le stacking est beaucoup plus important et que je considère que le Cake et le BNB se suivent et que si le BNB monte, le Cake montera au bout d'un moment et
si le CAC monte, le BNB montera et je pense que les rendements sur le CAC sont plus importants. J'aime bien ce qui est fait sur PancakeSwap. Voilà, tout simplement. Pourquoi je vous le montre? Parce que c'est un des rares tokens en ce moment qui arrive à se maintenir et voire à limite faire une petite hausse. Vous voyez qu'on est sur cette trendline depuis juin 2022. Je l'ai pas retouché. J'ai pas retouché cette trendline et vous voyez qu'on la maintient. J'avais dû la tracer, vous voyez, en juillet 2022. Je pense sur la 3e touchette et on la maintient. C'est assez dingue. Donc plutôt positif. J'avais tracé à l'époque, donc ça devait être là, on devait être en septembre, début septembre, cette petite trendline baissière qu'on avait traversée, qu'on avait réintégrée. Et là, vous voyez que tout simplement, on utilise ce support. C'est assez chirurgical. On utilise ce support et on continue de monter sur Cake. Donc plutôt positif. En Ishimoku, vous voyez qu'on est au-dessus du nuage, on est au-dessus de Tenkan Kijun, donc on n'a plus de résistance en daily, on n'a plus que des résistances en weekly. En weekly, vous voyez qu'on a repris Tenkan, donc ce qui est hyper positif. Et là, prochain objectif, c'est d'aller reprendre la Kijun à $6,4. Ce qui me fait un peu plus peur d'aller la reprendre, puisque les marchés en ce moment sont un peu compliqués. Est-ce que Cake va être supporté alors même que tous les autres marchés sont en train de cracher? Je pense pas forcément, mais en tout cas, étonnant de voir ça. Vous voyez que là, pour l'instant, notre prochain vrai support à passer, et ce qu'on est en train d'essayer de travailler, c'est les $4,68 qui étaient en fait notre ancienne résistance du 8 août 2022. Donc là, on est en train d'essayer de passer la Greenspan et le cours est en train d'essayer de le passer. On va aller voir les moyennes mobiles, mais vous voyez que la moyenne mobile 100 et 50 ont été reprises. Si je efface les charts, vous voyez que la moyenne mobile 50 nous a servi à chaque fois de support ici. C'est assez impressionnant. Elle reprend exactement la trendline qu'on avait tracée. Donc vous voyez que c'est un actif qui est très positif. En Ishimoku, je vous ai parlé des $6, mais avant les $6, vous voyez que la moyenne mobile 200 est très importante. J'en parle toujours. La moyenne mobile 200 à reprendre, c'est autour des $5, $5,08. Donc le CAC est un actif qui est encore supporté, qui est supporté par la Binance, puisque c'est leur actif à eux, qui est supporté par la DeFi, et tout simplement, c'est marrant de voir ça en train de repartir. Je vous encourage à vous informer sur PancakeSwap. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir dans le Discord, nous demander et vous poser vos questions sur le CAC, TH, BTC. Si vous avez des questions de trading, il n'y a aucun souci. On vous aidera au maximum. Et puis simplement, on a terminé les amis, donc je repasse en plein écran pour vous dire merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos jusqu'au bout, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous encourage vivement à vous abonner, c'est totalement gratuit et ça nous aide parce que nos vidéos ne sont pas monétisées. On fait ça pour vous aider et j'espère que ça vous aide. Je vous encourage aussi, si vous aimez le gaming, à venir me voir personnellement sur ma chaîne WillDT11, ça me ferait extrêmement plaisir de vous voir. N'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch tous les mercredis à partir de 20h pour l'atelier crypto. Et tous les jours de la semaine à partir de 20h30 ou 21h30 le mercredi pour le gaming. Et la chaîne Twitch, c'est la chaîne Twitch WillDT11. Vous pouvez nous suivre sinon sur tous nos réseaux sociaux, bien entendu. Nous avons un TikTok, l'atelier crypto, un Discord, l'atelier crypto. Vous pouvez nous poser toutes vos questions, c'est totalement gratuit. Et vous avez le Twitter, l'atelier crypto, bien entendu. Donc n'hésitez vraiment pas. Ça me ferait extrêmement plaisir de parler avec vous. Je suis vraiment accessible et il n'y a aucun problème là-dessus. En tout cas, passez un excellent week-end et une excellente fin de semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'éco crypto. Et bien entendu, à mercredi pour l'atelier crypto. Sinon, allez voir les rediffusions de l'atelier crypto sur YouTube. Salut la FOMO team.